Une nuit d'excellence, on bâtit mon pays. Nous allons reprendre donc la série que nous avions à peine commencé, des questions-réponses. Et donc Léonard, tu as la parole. Léonard est un camarade qui fait partie donc de notre association, de la FA. Camarade du Burundi. Du Burundi, voilà. Qui est ici en solidarité avec les amis, les camarades de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Léonard Nyangoma, président d'un parti, le Conseil national pour la défense des droits de la démocratie. Camarade de feu Dadaye, président, qui a été assassiné en 1993, juste 3 mois après les élections, j'étais de son gouvernement. Cela étant, je voudrais remercier tous les intervenants, le professeur, puis Eric, et remercier aussi le député. Malheureusement, il est parti, j'avais une question pour lui. Je remercie les camarades de France Insoumise qui nous ont accordé cet endroit pour échanger un peu. Je poserai 3 ou 4 courtes questions. La première question est adressée au professeur. La première question est adressée au professeur. Est-ce que réellement vous pourrez donner 1 ou 2 ou 3 États qui ont une bonne approche de la souveraineté telle que vous l'avez décrit? C'est la première en Afrique aujourd'hui. La deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on peut construire une véritable souveraineté dans un seul pays sans le panafricanisme, vu les défis externes de la souveraineté ou les contradictions externes actuelles, vu les menaces qui pèsent toujours du néocolonialisme sur l'Afrique? Est-ce que nous pouvons réussir réellement? Parce que tous ceux qui ont tenté, les leaders qui ont tenté de construire leur souveraineté après l'indépendance, je pense à Nkrumah, à Nyerere, je vois Sankara, Kadhafi, le président Gbagbo et d'autres, soit ils ont été assassinés, soit ils ont été déstabilisés. C'est le cas de Sékou Touré. La France a procédé au sabotage systématique de son économie. Et parfois, on s'est servi de certains papettes, de certains, ce qu'on pourrait appeler varier de l'impérialisme. C'était en Côte d'Ivoire. Je regrette, c'était le président Houphouët-Boigny, c'était Senghor. Et tout cela, d'ailleurs, ils ont saboté la construction d'une véritable unité de l'Afrique. Alors, est-ce que réellement on peut construire le panafricanisme seul? Nkrumah, vous vous souviendrez, comme Sankara aussi le disait, il disait que l'indépendance que nous avons est impossible et est inutile si les autres peuples ne sont pas libres. Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question se rapporte sur peut-être l'aspect culturel de la souveraineté. La rencontre avec l'Occident quand même a interrompu notre savoir-faire scientifique, notre savoir-faire culturel. Et nous avons été formatés, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous ne pensons plus comme on devrait le faire. Chaque fois, nous devons faire référence peut-être à un auteur, je ne sais pas, dans notre continent. D'ailleurs, rarement on fait référence à Cheikh Anta Diop ou à un autre de, je ne sais pas qui, de chez nous. Je peux parler d'Oignal Nyonga, par exemple. C'est une femme qui a résisté à la colonisation au monde. On n'est plus nous-mêmes, nous avons été formatés. Est-ce que vraiment nous pouvons asseoir la souveraineté qui n'a pas de fondement culturel? Nous avons oublié nos langues. Vous voyez, bon, c'est bien de parler plusieurs langues, le français, l'anglais, mais on ne parle plus nos langues. Nous avons totalement laissé de côté nos religions, tout ça. Donc, sans cela, je crois qu'il sera très difficile de construire la souveraineté. Cela nécessitera certainement une longue éducation populaire. La dernière question s'adresse à Eric, camarade Eric. Oui, la Côte d'Ivoire, quels sont les enjeux géostratégiques d'hier et d'aujourd'hui encore?
Et quelles sont les évolutions de demain concernant la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Le professeur, je crois, sur les questions de souveraineté, panafricanisme, souveraineté et culture. Je vous en prie. Y a-t-il des exemples d'États souverains en Afrique? Non. Je ne le développe pas, mais c'est non. Il faut faire attention au miroir aux alouettes. Peut-on construire la souveraineté sans le panafricanisme? Vous verrez dans mon ouvrage, quand vous le lirez, le parcours du courant panafricaniste qui aujourd'hui, après avoir été construit aussi par les négro-américains, conjointement avec nous, est aujourd'hui un problème pour les Noirs américains. Quand je dis Noirs américains, parce que ce n'est pas seulement ceux des États-Unis, ce sont ceux du Brésil, des Antilles, etc. Mais là où existent des États, en Afrique en tout cas, cela me paraît difficile de réaliser sa souveraineté, de construire sa souveraineté seul. Parce que les délits de souveraineté dont j'ai parlé, surtout ceux de la souveraineté externe, entrent dans le cadre d'un système mondial et mondialisé. Une mondialisation qui, aujourd'hui, c'est de l'autorité publique, est contre l'Afrique. Vous ne pouvez pas lutter contre un système dont les méthodes, les tenants et aboutissants et les objectifs sont planétaires avec des méthodes qui seraient purement nationales. C'est comme si vous voulez épuiser l'eau de mer avec une cuillère. Donc, ce n'est, à mon avis, ce n'est pas possible aux Africains de construire et de consolider leur souveraineté sans une approche panafricaine. Les aspects culturels de la souveraineté, vous verrez, je m'étends longuement sur les thèses d'Amilcar Cabral, qui aura été vraiment celui qui, je dirais presque beaucoup plus profondément et beaucoup plus politiquement que Cheikh Anta Diop, aura mis l'accent sur la culture comme arme de construction de la souveraineté. Mais entendons-nous bien, vous avez dit, et je l'entends souvent, je le lis souvent dans certaines positions de frères ou de sœurs sur la question de l'Afrique. On n'est plus nous-mêmes, on a perdu nos valeurs, etc. Vous savez, une civilisation, ça vit, ça meurt, ça renaît. L'Afrique, qui a produit, par exemple, le respect des aînés, n'existe plus. Les formations sociales qui ont produit cette idéologie de la seniorité s'inscrivaient dans le fonctionnement de ces sociétés. Aujourd'hui, elles n'existent pas. Aujourd'hui, elles n'existent pas.
Par contre, et parce que cela relève de l'idéologie, l'idée se maintient. Est-ce que demain, comme nos ancêtres au 19e siècle, nous allons donner la priorité au grand frère, même s'il est bête? Est-ce que nous allons donner la priorité au grand frère parce qu'il est grand frère? Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est un nouveau mode, non seulement de fonctionnement de la société, mais un nouveau mode de relation interpersonnelle. Le respect de la personne humaine, aujourd'hui, l'emporte sur le respect de l'âge. Si tu es un grand frère qui ne respecte pas ses petits frères, comme dirait Laurent, on s'engagne. Une anecdote. Nous étions jeunes assistants et nous avions un colloque avec nos collègues du Ghana. C'était en 73. Nous sommes arrivés à... Quand on partait, Houphouët-Boigny avait donné un peu de sous à Joachim Boni, qui était le chef de la délégation. On arrive, Joachim Boni nous donne à nous, les jeunes, nous donne un peu de cédille et tout ça. Et puis, il y a un de nos grands frères, Feu Christophe Wandji, qui me dit, mais combien on t'a donné? J'ai dit, ah, le grand frère nous a donné à chacun 1500 cédilles. Ah, lui aussi, il exagère, il aurait dû arrondir quand même à 5000. Bon, de toute façon, vous êtes des jeunes. Ah, j'ai dit à mon frère Laurent, j'ai dit, t'as vu, le vieux là, il nous a roulé, il l'a partagé avec, entre eux là-bas, et nous. Laurent dit, ah non, non, on va y aller, on va lui demander. Donc, on va, on commence à tempêter, donc, pour nous calmer, Joachim Boni nous donne à chacun, à nous deux, chacun, 5000. Laurent dit, et les autres? Il dit, ah, mais tu ne veux pas. Laurent lui a dit, le grand frérisme est un humanisme quand il sert les petits frères. C'est lui qui, d'abord, il n'a pas changé, il est comme ça. Et ça a toujours été ça. C'est cela maintenant. Parce que les conditions de fonctionnement de la société ont changé. Les mutations qui sont en cours nous mettent, nous, Africains, dans une situation extrêmement difficile. Je vous ai parlé de cette pensée afro-occidentale qui est apparue progressivement au cours des années 20-30. Mais nous sommes toujours dans une phase qui voit se prolonger cette pensée afro-occidentale. Mais les choses changent depuis bientôt une vingtaine d'années. C'est de cela que je parle quand je parle de cette africanité nouvelle qui veut rompre avec des référents strictement occidentaux pour chercher à voir dans nos sociétés et dans la réalité du fonctionnement économique et social de nos sociétés, qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un approfondissement, d'un décapage et surtout de la production de nouvelles idées permettant un véritable progrès endogène de l'Afrique. Comme disait Feu, mon grand frère, je les appelle grands frères quand ils sont corrects, Joseph Kizerbo, on ne dort pas sur la natte des autres, on se fabrique sa natte. Voilà ce que je peux dire sur ces aspects culturels. Personnellement, je suis beaucoup plus proche des thèses d'Amilcar Cabral que de celles d'autres personnes. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup. Merci. Éric, sur la question de la géopolitique, géostratégie vue par la Côte d'Ivoire. Bon, logiquement, je pense que je devrais être bref sur cette question parce que parfois il est difficile de démontrer l'évidence, aussi bien que mathématiquement on transforme ça en action.
dans le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, l'exemplarité, entre guillemets, de l'injustice appliquée au cas ivoirien et à son président, c'était pour éviter de faire des émules. Donc la position géostratégique de ce pays ne se démontre pas. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, la Côte d'Ivoire constitue 40% de la masse monétaire de l'UEMOA. 40% de la masse monétaire de l'UEMOA. Plutôt du PIB. Mais 60% de la masse monétaire. Très bien, merci. 60% de la masse monétaire et 40% du PIB. Merci beaucoup. À partir de cet instant, si vous voulez des enfants, que vous avez une femme qui en a 5, il suffit de l'épouser, vous avez la femme et les enfants. Ce n'est pas la peine d'aller draguer chaque enfant individuellement. Si vous voulez dominer la zone ouest africaine, il vous suffira donc d'avoir la Côte d'Ivoire avec vous, qui a une forte population d'immigrés, et donc d'avoir un impact sur l'ensemble de la sous-région. C'est ça la situation géostratégique de la Côte d'Ivoire. Elle est tellement importante que la réconciliation ivoirienne ne fait pas l'objet de la moindre volonté politique, parce que plus le peuple est divisé, moins il se rassemblera autour des valeurs de la République et moins il verra ses propres intérêts. Je vous donne un exemple. La visite d'État juste après 2011, c'est quoi, c'était en 2012 ou en 2013, où le chef de l'État est parti à Djokwe. Au cours de cette visite d'État, vous savez que Djokwe, il y a eu le quartier Carrefour avec les 800 morts en une seule nuit. Le quartier Carrefour est juste à quelques endroits plus de la place publique, donc sur la rue de Dalois. Et en même temps, il y a un imam aussi qui a perdu la vie pendant cet événement, avec tout ce qui a pu se raconter dessus, alors que cet imam était mon soutien politique premier à Djokwe, avec image à l'appui. Les conseillers du chef de l'État ont préféré lui demander d'aller rendre visite à l'imam, à la famille de l'imam. Et il n'a pas eu, à ma connaissance, le moindre geste de sympathie à l'endroit des gens du Carrefour. Il aurait suffi ça, politiquement, pour que les parents des victimes se sentent dans l'état. Deuxième élément de cette absence de volonté politique que je peux illustrer, c'est le même Djokwe Anaïbli, en 2012-2013. Lorsque l'attaque du camp a lieu, les images retransmettent la présence du corps préfectoral. Était-il allé pour porter secours aux gens pour que les corps préfectoraux soient présents? Mais c'est l'autorité qui explique par la suite, je ne dirai pas le nom de la personne pour ne pas... qui dit: oui, on a appris que dans ce camp, il y avait des gens qui sortaient du camp pour faire pour commettre des forfaits et qui y retournaient. C'est-à-dire que l'État décide de défendre l'indéfendable. Parce que la politique de la terreur était la meilleure pour enrayer toute velléité démocratique, de façon à permettre à ce peuple de se retrouver. Et si aujourd'hui, dans l'opposition ivoirienne, dans toute la gauche démocratique, nous essayons de tenir un discours de rassemblement, c'est parce que nous savons que les dictatures prospèrent dans la division du peuple. C'est le sens de notre discours, de notre démarche à chaque fois. C'est pour ça que nous restons dans la dynamique unitaire propre donc à ce genre de situation. Vous verrez que on allait jusqu'à discriminer les victimes en Côte d'Ivoire. Après avoir discriminé les présumés coupables. Si l'enjeu n'était pas aussi important, comment des institutions aussi importantes que l'Union européenne et des pays européens qui défendent la démocratie peuvent-ils se taire là-dessus? Un de mes amis me disait: oui, vous pouvez continuer de penser que vous voulez penser, vous pouvez continuer votre combat, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de représentants des droits de l'homme dans les conseils d'administration des entreprises. Très bien. Nous en tenons compte dans notre combat, pour savoir qu'il n'y a pas de représentants des droits de l'homme dans les conseils d'administration des droits de l'homme. Mais ce qui est aujourd'hui favorable dans cette situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la baisse drastique des intérêts des groupes économiques français en Côte d'Ivoire est un élément d'éveil de conscience et de la prise de conscience du fait qu'on ne peut pas non plus continuer de défendre des intérêts géostratégiques en mettant à genoux un peuple.
en le faisant gouverner par des gens dans lesquels le peuple ne se reconnaît pas. Parce que la productivité va donc baisser incessamment. Et il y a tellement d'incohérences. La volonté politique est absente parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation en fêtant le 19 septembre 2002, qui est lui-même le point de départ de nos bruits dont je parlais tout à l'heure. Puis je vais citer les points de départ des différents, de comment nous avons été brouillés. Donc on essaie malheureusement de forcer la réécriture d'une nouvelle histoire. Mais cette histoire-là, on veut la réécrire du présent de ceux qui l'ont vécu. En oubliant qu'Internet existe. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsque vous balancez une information, il n'y a plus les grands qui font, comme le professeur qui prépare, qui développent des thèses, des antithèses, tout ça, pour dire comment c'est incohérent. On vous balance juste une vidéo de 3 minutes sur ce que vous avez dit auparavant, ce que vous avez fait auparavant. C'est pour ça que c'est dans des difficultés à décoller. C'est 3 minutes. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir justifié sur le plateau de télévision de TF1 la déportation du président à La Haye, et puis venir dire aujourd'hui que c'est toi qui es le défenseur du président à La Haye. Nous, les jeunes, les acteurs politiques n'agissent plus. C'est-à-dire que c'est les jeunes cyberactivistes qui, dans les groupes là, balancent juste la vidéo et disent no comment. Eux, ils sont beaucoup plus structurés pour faire les choses. Donc vraiment, cet intérêt donc, se trouve dans les chiffres économiques que je vous donne et qui font que dominer la Côte d'Ivoire, c'est dominer toute une région. Avec les problèmes de CFA, la Côte d'Ivoire a été la capitale de la France-Afrique, comme on le dit, mais en même temps, elle demeure aujourd'hui le bras séculier de la défense du franc CFA. Voilà. Pourquoi? Ce n'est pas inutile en tout cas, ce n'est pas fortuit en tout cas. Merci beaucoup pour la question. C'est libérer la Côte d'Ivoire et c'est libérer toute la région. C'est libérer toute la région. Merci, je voudrais saluer notre aîné, le professeur Pierre Kipré. Merci d'être là, à nos côtés, parce que là où on se retrouve, on est toujours ensemble, on vient, on travaille. Je voudrais dire merci au ministre Kayerik et à tous ceux et toutes celles qui ont co-organisé cette sortie intellectuelle. Je voudrais dire que c'est ce que nous demandons, la poursuite du combat, la poursuite de la résistance. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont les intellectuels qui doivent prendre le relais. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour faire comprendre au monde entier ce qui se passe dans nos pays, ce qui s'est passé particulièrement en Côte d'Ivoire, en Libye, mais ce qui se passe généralement en Afrique. Merci donc pour tout ça. Aujourd'hui, nous avons une oreille attentive qui peut certainement, je dirais, amener nos cris plus loin. Nous avons un témoin donc. Il est le chef du parti de gauche. Non, c'est le président de la commission Afrique. Non. Ok. Mais je dirais, il y a donc le parti de gauche, voilà, et il y a le parti communiste, mais il y a les insoumis de la France. Ça fait déjà 3. Ces gens ont toujours parlé aussi pour notre cause dans tous les débats. Nous l'avons vu ici, à la télévision française, surtout M. Mélenchon, se lever contre tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en Libye. Je voudrais donc vous dire merci pour ce travail colossal. Mais je voudrais dire qu'il faut continuer. Nos témoins, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, nous voudrions leur dire que nos pays africains connaissent des difficultés. C'est par eux que ces difficultés-là passent. Et c'est eux qui sont à l'origine de ces difficultés. On ne peut donc pas élever une rébellion dans un pays. Élever la rébellion, lui donner tous les moyens et faire parvenir cette rébellion-là au pouvoir d'État. C'est ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Les morts, on ne peut pas les citer. Ceux qui avancent le chiffre de 3000 morts, je ne sais pas s'ils ont un problème avec le chiffre 3, mais partout, eux, c'est 3000. Or, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire peut avoir traîné au moins 20 000 morts. Pourquoi on ne sort pas les résultats de la commission CDVR? Les vrais résultats sont dans cette commission.
Pourquoi on ne sort pas ces résultats? Pourquoi Charles Konabani a subitement été enlevé? Parce que les résultats étaient dans le travail de cette commission. Donc ce sont des morts. Je voudrais dire que des femmes ont été éventrées. On leur a enlevé les bébés. On tue le bébé et on tue la femme. Au besoin même, on la viole avant de la tuer. Vous comprenez? Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous connaissons la Côte d'Ivoire, mais ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas de l'amusement. Je voudrais que les témoins voient ici, quand vous passez dans les rues de la France, dans les rues de Paris. Avant nous, quand on nous dit Paris, mais tu as peur. Aujourd'hui, Paris, pour la politique, la mauvaise politique que la France officielle fait en Afrique, nous avons tous les jeunes Africains qui dorment dans les rues aujourd'hui. Et tu mentis ici en France. Tu passes et à côté, il approche, il faut que tu lui donnes de l'argent. Mais ça n'honore pas la France. Pas du tout. Alors si la France faisait une bonne politique et qu'on avait des relations de partenariat et que chaque pays était respecté, que chaque pays était effectivement souverain, libre de décider de sa politique, on n'en serait pas là. Ces enfants-là restaient chez eux. Parce que nous-mêmes, nous pourrions programmer notre propre développement. Donner un contenu à notre développement. Mais voilà aujourd'hui les jeunes Africains. Ceux qui n'ont pas pu mourir dans la mer, ils viennent ici, ils dorment dans le froid. Et nous sommes au 21e siècle. Et l'Afrique continue de souffrir. 21e siècle. Ou ici en France, on parle de développement. On parle même du patriotisme économique. On parle du développement. On parle de la France. Comme si elle est seule au monde, la France. Les privilèges de la France. Les biens de la France. Il faut sauver la France. Mais les autres n'ont pas de place à côté de la France. Pourquoi les autres ne doivent pas avoir de la place à côté de la France? C'est un pays du monde. Et les autres sont les pays du monde, de ce monde que Dieu a donné. Et chacun a son espace. Chacun a son espace. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que l'Afrique, la France revoie sa politique. Elle ne peut pas être le gendarme de tous ces pays africains. On ne peut pas être éternellement le gendarme des pays africains. Non. Je voudrais donner un exemple. Quand on met dans nos familles, tu as éduqué, tu as mis l'enfant au monde, tu l'as éduqué, tu l'as mis à l'école, tu as dépensé, tu l'as éduqué. Mais quand l'enfant grandit, il crée son foyer. L'enfant quitte le foyer paternel, familial, et il crée son foyer. Il se marie, il fait ses enfants. Je crois que si la France nous a éduqués, si elle nous a éduqués, non, écoutez-moi, si elle nous a éduqués, si elle nous a donné une langue commune, c'est ça l'éducation. C'est cette langue-là que nous utilisons ensemble. Hein? Nos langues. Écoutez-moi bien. Chacun peut prendre la parole. Ici où nous sommes là. Pour que chaque idée là fasse chemin et que nous trouvions les solutions de nos pays. Alors je voudrais dire que même si la France dit qu'elle nous a élevés, parce qu'elle nous a colonisés, je parle de la colonisation. Quand je parle du foyer, comme elle nous a colonisés, nous avons été à l'école, voilà des professeurs d'université. Ces professeurs-là parlent la langue française aujourd'hui. Ils sont intellectuels comme les Français. Ça veut dire quoi? Ceux-là peuvent réfléchir pour leur pays. Ils savent ce que veulent leur pays. C'est ce que je voudrais démontrer. Ils savent très bien. Je les ai écoutés. J'ai écouté Kaéric. Chacun, j'ai écouté Boga. Je n'ai pas rattrapé l'intervention du professeur. Mais lui, on le connaît déjà. Et on sait ce qu'il veut pour son pays.
les Ivoiriens ou les Africains auraient eu le temps, s'ils n'avaient pas pour gendarme la France, auraient eu le temps de réfléchir, de s'asseoir et de réfléchir pour leur pays, pour leur continent. C'est ce que nous cherchons. Personne ne peut savoir ce que nous voulons plus que nous. Personne ne peut savoir ce que nous voulons. Celui qui veut savoir plus que nous, voilà les conséquences. Nos enfants meurent dans la mer, dans la Méditerranée. Et quand ils viennent ici, ils n'ont pas de place. Mais on connaît la France. On ne peut pas traiter un Français tel qu'on traite les Africains ici. On connaît la France. La France ne laisse pas son enfant quelque part être maltraité. On connaît. Défend ses intérêts. Mais il n'y a pas que les intérêts français. Il y a nos intérêts, nous les Africains. Donc nous avons droit à la souveraineté. Mais nous avons surtout droit au respect. Nous avons droit aux relations de partenariat. Nous en avons droit. Parce que nous avons aussi des gens qui ont été à l'école, qui sont intellectuels, qui réfléchissent pour leur pays, qui réfléchissent pour leur continent. Tenez-vous bien. Parce qu'on veut être le gendarme, est-ce que nous, Africains, on peut quitter là-bas? Parce que ce qu'on fait dans la vie, c'est ça qui entraîne l'injustice. Quand les gens se plaignent qu'il y a des terroristes, c'est la France qui fabrique les terroristes. Bravo. C'est l'injustice qui fabrique les terroristes. C'est injuste qu'on fait au pays. Bon, nous les Africains, on n'est pas comme les autres pays. Mais ça viendra si on nous pousse à... C'est ça le problème. Mais quand vous voyez les terroristes, c'est l'injustice dans le traitement. C'est ça qui entraîne le terrorisme. Le mal est ça. Tenez-vous bien. Un État comme la France, parce qu'il est puissant, il peut quitter ici, aller détruire, bombarder la résidence d'un président de la République. Et puis, il y a Et puis il n'y a rien. Il peut déporter ce président-là, peut l'accuser impunément et peut l'amener à la CPI et il n'y a rien. Parce qu'on est fort, parce qu'on est armé, parce qu'on on fait partie de la première puissance. C'est difficile à supporter. Franchement. inacceptable. C'est même inacceptable. Mets ton micro. C'est même inacceptable. N'est-ce pas, chers amis? C'est inacceptable. Bombarder pendant qu'il y a des gens dedans. Pendant que le président est dedans et sa famille entière, ses collaborateurs sont venus avec leur famille, croyant qu'ils pouvaient être en sécurité là. Et la résidence est bombardée. Pendant des jours. Pendant des jours, 11 jours durant. C'est le 11e jour qu'ils ont pris le président Laurent Gbagbo. Pour l'amener d'abord à Korogo, parce qu'il est insoumis. Parce que c'est un insoumis pour eux. Et ce n'est pas eux qui l'ont installé, ils n'étaient pas dans leur rétroviseur. Donc ils ne devraient pas. Et ils l'ont donc enlevé. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, quand quelqu'un est acquitté, Il va à la maison. il va à la maison, on dit acquitté totalement. Ça veut dire quoi? Que il est lavé de tout soupçon. Il est lavé de toute accusation. Et on s'est accompagné de libération immédiate. Ceux qui ont été, ceux pour lesquels on a dit ça, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, n'ont pas le droit de rentrer dans leur pays. Ils sont acquittés pourquoi? Et l'Afrique est muette. Parce qu'on a peur de la France. On a peur de la réaction de la France. Donc tous les chefs d'État que la France s'est donné dans nos pays, ils sont muets. Ils ne peuvent pas parler pour leurs frères. De peur qu'on ne les enlève au pouvoir. Parce qu'ils savent qui les a installés. C'est ça le problème. Nous avons donc des problèmes. Et je voudrais, pour ne pas monopoliser le micro, qu'on dise à la France que les enfants d'hier, les peuples d'hier qui ont été colonisés, auxquels on a donné la fameuse indépendance, cherchent leur souveraineté. Ils veulent être libres, ils veulent décider d'eux-mêmes. C'est ça. Ils veulent décider de nous-mêmes. Et nous voulons nous donner
les chefs d'État que nous voulons. Nous voulons programmer nous-mêmes notre développement. Parce que tout à l'heure, le député a parlé de développement. Ce n'est pas la France qui connaît les terres ivoiriennes, ni les terres africaines. Ils ne connaissent pas nos différentes cultures, ce qui existe entre nous. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons programmer notre développement. Chers amis, merci. Je voudrais passer ce message-là. Dites à la France que l'Afrique veut être libre. Merci. Après ma prédécessrice ou prédécesseur, je vais préférer ce deuxième terme en mettant « eux » pour avoir le féminin. Sinon, je risque de me faire chaviter par le maître qui est là. En tout cas, je voudrais saluer notre VP qui vient d'intervenir, la camarade représentante, les amis de l'association, du moins, les amis du président Laurent Gbagbo, tous les camarades ici présents et les autres aussi qui ne sont pas des camarades parce que dans les autres partis, je ne sais pas comment on les appelle. Remercier le ministre Éric Caillé, co-organisateur de cette rencontre, M. Pierre Boutry, le professeur ambassadeur Pierre Kipré, qui, quand on le voit, nous rappelle des souvenirs de bons pour la gouvernance qui nous a fait partager en France, mais aussi de mauvais pour la façon dont il est parti. Très douloureux. Le fait que nos camarades arrivent à avoir des visas ou quand ils les ont, arrivent à sortir parce que la VP a été empêchée, malgré l'obtention de son visa, de venir ici. Et ça s'est passé par 2 fois. Est-ce une avancée ou une énigme? On va considérer ça comme une avancée, tout de même. Je voudrais juste faire une proposition dans l'esprit de ce que venait de dire le professeur Balobi Toto Jérôme. C'est-à-dire que dans la deuxième quinzaine du mois de mars en 2011, à l'Assemblée nationale, il avait été organisé une rencontre par la députée Georges Paul Angevin, qui nous avait réunis. En face, on avait les Tibir Sokofi, les Touré Mamadou et autres. Ce serait bien, aujourd'hui où nous parlons de réconciliation, d'organiser dans cette haute institution une rencontre pour que les Ivoiriens puissent se parler là aussi. C'est une demande que je formule. Je vous remercie. Je vous salue, chers invités. Je voudrais remercier tous les intervenants, le représentant du parti de gauche, le ministre et le professeur Kipré. Moi je l'appelle tonton. Je l'appelle tonton. Tout ce que nos intervenants ont exposé, et il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Et je voudrais apporter
un élément pour éveiller la conscience des Africains. Le représentant du parti de gauche a parlé a fait la liste de plusieurs éléments de prise de conscience. Entre autres, prise de conscience écologique et tout. Mais je voudrais que les Africains comprennent ceci. L'élément de prise de conscience que je voulais apporter. C'est que si notre Afrique ne se développe pas, n'avance pas, il y a un élément qui freine son évolution. Et si la Côte d'Ivoire ou les pays africains, nous en sommes à ce stade-là, après, soi-disant, 50 ans d'indépendance, bon, on ne peut pas dire une indépendance, il y a toujours cet élément-là qui fait que l'Afrique ne peut pas évoluer. Et c'est ça qui fait que je souffre. Et je veux partager cela avec vous. Pour apporter vraiment cet élément de veille de conscience. Notre maman a bien expliqué les souffrances. Elle a ressassé nos douleurs. C'est vrai. Mais nous en sommes en arrivés là. Quoi? Et c'est là qu'il faut comprendre. Cet élément-là, c'est ça qui fait que nous les Africains, on ne peut pas avancer. C'est la corruption. La corruption, je vous le dis, la corruption est une gangrène qui ronge presque toutes les couches sociales, du sommet jusqu'à la basse classe, si je peux m'exprimer ici. La corruption. C'est la corruption. On ne peut pas vouloir être souverain si nous ne refusons pas la corruption. Il y a des chefs d'État comme Thomas Sankara et des africanistes comme Patrick Lumumba qui luttaient pour la souveraineté de l'Afrique. Mais aujourd'hui, où sont ces personnes-là de lutte? Qu'est-ce qui a fait que leur élan a été freiné? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la corruption. La corruption. Je vous le dis, c'est la corruption. Parce que l'arme que les Occidentaux ont toujours utilisée pour déstabiliser les Africains, c'est la corruption. Et c'est ça que les Africains doivent comprendre. Si nous n'avons pas encore compris, si nous n'avons pas pris conscience de cela, on ne peut pas avancer. La corruption. Aujourd'hui, nous pleurons la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cet état? C'est la corruption. C'est la corruption. Parce que la maison ivoirienne, on peut critiquer, c'est vrai. La maison ivoirienne, bien bâtie, elle n'était pas fissurée. Mais si la maison ivoirienne, on a constaté qu'elle a été fissurée, qui a fissuré la maison ivoirienne pour que le lézard entre dans cette maison pour faire des dégâts? Le lézard est entré dans la maison ivoirienne pour faire des dégâts. Mais qui est-ce qui a fissuré cela? C'est la corruption. C'est la corruption. C'est la corruption. Mon tonton, que j'aime l'appeler tonton, parce qu'il le sait. Mon tonton Kipré a fait un exposé brillant sur la souveraineté. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas obtenir notre souveraineté si
nous ne refusons pas la corruption. Parce que l'homme blanc, l'homme occidental, viendra toujours chercher à corrompre soit ton frère ou ta soeur pour te tuer, pour que comment on appelle, on n'avance pas. Et c'est ça le problème. Et même parfois, ce sont des femmes blanches. Et surtout, je voulais terminer sur un propos. Je voulais terminer sur un propos. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous donne votre attention. Vous savez, c'est vrai que nous surfons sur la forme. Mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que l'héritage que comment on appelle, les chefs d'État africains, et plutôt les chefs d'État français, ça dit que depuis la France, depuis que la carte de l'Afrique a été dessinée par les Occidentaux, il y a un héritage qui est comment on appelle, à l'Élysée. Oui, je vous le dis. Nous les Africains qui sommes ici, ou singulièrement les Ivoiriens, nous appartenons à comment on appelle, on fait partie des territoires d'outre-mer. Vous allez me dire pourquoi? Parce que votre numéro de sécurité sociale, c'est 98-19. Mais ça, l'Élysée, c'est là-bas, ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour pouvoir, nous sommes en train de lutter, certes, mais le fond, c'est ça. Le fond, c'est ça. La France, nous allons pas parler, mais la France, je vais vous dire quelque chose. La France parle par les armes. La France parle par les armes. La France ne parle pas par le dialogue. Mais nous, les Africains, ce que nous devons faire, je critique, mais j'apporte une solution pour éveiller la conscience des Africains. Le refus de la corruption. Ça, c'est très important. Et il faut que nous arrivions à nous unir en dépit de nos différences. C'est ça qui est important. Le refus de la corruption. Prenons conscience de cela. Parce que Laurent Gbagbo, je vous dis, pour terminer, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il a refusé la corruption. Il a refusé la corruption. Il est notre modèle. Donc, si nous avons lutté, aujourd'hui il est sorti, nous devons comprendre l'homme dans sa lutte, ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Je vous remercie. Oui, merci. Oui, les 2 minutes, je vais le faire. Il y a une chose que moi je retiens. Rapproche le micro. C'est un leurre de penser que la France va nous lâcher. C'est un leurre. Je crois que quelqu'un a dit dans cette salle qu'il faut se battre pour arracher la souveraineté. Comment penser qu'un seul instant que quelqu'un qui te bat, il te terrasse, et tu lui dis, relève-moi, je vais te battre. C'est impossible. Nos amis de gauche, il est vrai, ils sont dans l'opposition. Ils nous aident. On doit les aider aussi à nous aider. Mais il faudrait... Il ne faut pas se tromper. N'importe quel homme politique français, une fois au pouvoir, a les réalités en face. Il a la réalité. Et ces réalités, c'est les intérêts de la France. C'est à nous de comprendre cela. Donc, arrêtons de nous blaguer, de penser un seul instant en demandant pardon à la France. Pardonnez, laissez-nous. C'est impossible. Partons-nous. Le président Laurent Gbagbo l'a fait. On a le doyen qui a dit des choses extraordinaires. Remettons ça en place. Le respect de nos cultures, je pense que ça peut nous amener à être conscients de nos propres forces.
crois que j'ai fait les 2 minutes. J'ai encore 1 minute. Ouais, bien. Mes chers amis, l'ambiance était vraiment belle. Et je crois que le mot de conclusion que je voulais faire, il a fait. Quelquefois, on vient à des assemblées avec un thème. C'est-à-dire Côte d'Ivoire, la situation et les conditions de la réconciliation. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes interpellés. C'est bien, on ne peut pas parler de ça sans rappeler le passé, sans rappeler ce que nous avons vécu. Moi, dans mon intervention, je voulais faire remarquer que tant que Félix Houphouët-Boigny, qui défendait les intérêts de la France, habitait la résidence présidentielle, ce n'était pas un bunker. C'est quand Laurent Gbagbo l'a habité, et quand il y a eu donc la crise post-électorale, que c'est devenu un bunker, alors que c'est une résidence qui a été construite par Félix Houphouët-Boigny. Donc je voulais vraiment vous remercier une fois de plus, insister, je ne sais pas si vous la connaissez, sur la présence de Mme Jacqueline Chamois, la maman de Michel Gbagbo, rappelons-le, qui va peut-être s'élever pour qu'on lui dise un grand merci, elle a refusé de s'asseoir au premier loge. Il a fallu que j'insiste et que je lui décline ma carte d'ancien membre du gouvernement pour qu'elle accepte de s'asseoir. Je voulais dire merci à monsieur qui l'accompagne parce que c'est lui qui finalement a cédé à mes pleurs, à mes supplications. Merci également à Raphaël Dagbo que vous voyez ici qui est un frère. Il y a plein d'autres personnes. Il y a des camarades de l'UNG, il y a le camarade de la FIDOP et la représentante de la FIDOP qui est ici présente. Je voulais vous dire que dans nos propos avec nos camarades de la gauche, eux aussi ils ont les limites. Je me souviens en 2012, l'un d'eux m'avait dit, tu sais, nous ici on gère le ministère de la parole. Et que notre marge de manœuvre est très petite. Mais malgré cette petitesse de la marge de manœuvre, nous avons pu progresser. Et je voudrais sincèrement leur dire merci de ce qu'ils ont pu faire pour nous. Mais merci aussi à vous pour votre présence très qualitative. C'est à force de répéter les choses, à force d'insister, à force de continuer de nous exprimer, que nous allons avoir la possibilité de nous faire entendre. La réconciliation en Côte d'Ivoire est de notre responsabilité avant d'être de celle des autres. Nous pouvons rappeler les circonstances de la brouille pour dire que historiquement, lorsque la brouille s'installe, il faut une volonté politique de part et d'autre pour que cette réconciliation ait lieu. Et qu'une fois que nous l'avons enclenchée, il faut que nous soyons accompagnés par les autres. Mais c'est nous qui devons l'enclencher. Je rappelle que je vous ai dit que dans l'équation du second degré, le delta, c'est le discriminant, qui est égal à B carré moins 4AC quand il est négatif. C'est-à-dire quand Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de solution. Ce n'est que lorsque le discriminant est positif qu'il y a 2 racines et qu'il y a 2 solutions. Et que ces 2 racines-là, c'est une Côte d'Ivoire en paix qui se développe. La première racine, c'est la paix. La deuxième racine, c'est le développement. Et nous souhaitons donc que le pouvoir et les décideurs à Abidjan comprennent cela. Parce qu'aussi, l'organisation de ces rencontres-là, c'est de leur lancer ces messages. Rappelez-vous le dernier discours de Sangaré Aboudraman, je crois que c'était à Divo. Il disait, nous ne sommes pas forts, nous demandons au pouvoir de s'assagir et de privilégier les intérêts des générations à venir. Le plus important, c'est cela. On peut dominer un pays, mais nul ne peut venir à bout de la résistance d'un peuple, si pauvre soit-il. Cette résistance dépend de nous tous. La corruption, effectivement, notre ami l'a dit, en fait partie. Mais la fin de la corruption ne se décrète pas. Lorsque Laurent Gbagbo est arrivé à La Haye, qui décède, il a été déclaré, vu, constaté, ce n'est pas seulement la déclaration, indigent. Vous voyez l'effet que cela a fait sur ceux qui avaient titré à l'époque, souvenez-vous, oui, il aurait un compte de 400 milliards de francs CFA en Suisse, avec du conditionnel contre lequel on ne peut pas porter plainte et prospérer. Les gens ont démoli l'image d'un homme qui, lui, à la force de son poignet et de son combat, a fini par rétablir son image. Si Laurent Gbagbo l'a fait, que nous supposons, que nous nous considérons être ses disciples, nous devons apprendre à nous battre. On a dit tout à l'heure que la seniorité, c'était un discours très technique, hein. C'est celle qui n'a de valeur que lorsque l'aîné vous respecte, le cadet. Le professeur Pierre Kipré a été vraiment pour nous un grand frère attentionné. Il est venu de Marseille justement pour se prononcer ici et vous donner son avis. Je crois que sa seule présence sur l'affiche a été, disons, je crois, la cause de cette mobilisation exceptionnelle. Malgré les départs, les nouveaux arrivants ont rempli la salle. Donc c'est à lui
que je voudrais laisser le soin de conclure la réunion parce que mon âge ne me permet pas de le faire. Je vous remercie. Avant de laisser le professeur conclure, je voulais tous vous remercier pour votre présence. Je crois que c'est un encouragement fort pour l'AFPA de continuer à extérioriser un certain nombre de messages. Et puis la nouveauté quand même, c'est que la France Insoumise a des députés. Et donc un député, il faut s'en servir. Hein. Je crois que ça a été évoqué par monsieur. Ils sont, j'ai envie de dire, à votre disposition. Je veux bien servir d'intermédiaire, c'est ce que j'ai déjà fait pour d'autres pays africains. On peut le faire, on peut faire poser des questions orales au gouvernement. Vous connaissez cette procédure. On peut aussi faire une réception officielle, c'est-à-dire si vous venez en délégation structurée comme vous l'êtes, avec un regroupement de partis comme vous l'avez engagé, on peut vous recevoir, enfin, des députés de la France Insoumise, mais on peut aussi associer évidemment des députés d'autres groupes, en particulier du groupe des communistes. On peut vous recevoir à l'Assemblée nationale de façon tout à fait officielle. Hein, et il peut y avoir ensuite une conférence de presse organisée dans les locaux, etc. Tout ceci se prépare. Et finalement, dans mon idée, je ne l'avais pas dit lors de ma première intervention, mais enfin, une idée que j'avais derrière la tête, c'était que si effectivement nous réussissions cette conférence, et je pense qu'elle est réussie, nous pourrons la prolonger peut-être de façon plus efficace, et j'ai bien entendu le message comme quoi il fallait parler aux Français, que vous souhaitiez que certains messages soient mieux communiqués, mieux compris, mieux transférés. On peut organiser tout ceci. Prenez donc contact, ou restons en contact plus exactement. Organisons-nous, tout ceci peut se faire. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et je laisse le mot de la fin à monsieur l'ambassadeur. Conclure, c'est à la fois achever un propos et en ouvrir un autre. Cet autre qui me vient à l'esprit après avoir écouté les commentaires des uns et des autres, c'est qu'il faut que pour notre souveraineté, nous comptions sur nous-mêmes. Que deuxièmement, il n'est pas inutile, il est même efficace d'avoir des alliés et des forces en France, en Occident, existent qui ont fait le choix d'aider les peuples soumis, les peuples dominés explicitement ou implicitement, à aller de l'avant, à devenir libres, à s'assumer, à écrire leur propre histoire. Je voudrais enfin dire tout mon plaisir d'avoir partagé et de m'être enrichi aussi de vos observations. Un de mes pistons a insisté fortement sur la corruption. C'est très bien, la corruption, mais la corruption, on la retrouve même aux États-Unis, même en France. Chaque année sort le classement des pays en fonction de leur niveau de corruption. C'est vrai que sur les 178 pays de la dernière liste, disons que les 50 dernières places nous sont un peu réservées. Mais la France n'est pas dans les 20 premières.
On tient à rester proche. Les États-Unis aussi. Donc, la corruption, ben, ça fait partie un peu aussi du business. Ça fait partie du vol. C'est le vol. C'est le vol. On dit quand un haut fonctionnaire détourne de l'argent, on parle de détournement. Mais quand le petit gars de Yopougon vole un poulet, on dit c'est un voleur. C'est les mêmes voleurs. Donc, cela dit, nous devons effectivement mettre en place dans l'Afrique que nous souhaitons, mettre en place des mécanismes qui au moins réduisent les effets de ce cancer qu'est la corruption dans nos pays. Un chiffre, actuellement, en moyenne, sur la base du rapport d'Abou-Mbeki de 2018, 50 milliards de dollars partent frauduleusement et officiellement du continent africain. Sur les 50 milliards de dollars, en moyenne pour la Côte d'Ivoire, ce sont 6 milliards de dollars qui sont détournés de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui vous explique le faible taux de pression fiscale. Si vous avez donné des passe-droits à des multinationales sous le prétexte qu'elles doivent investir et que l'essentiel de leurs bénéfices part ailleurs, c'est un vol légal. Donc, tout cela ne peut se corriger que dans le cadre d'une Côte d'Ivoire nouvelle, d'une Afrique de l'Ouest nouvelle, d'une Afrique nouvelle. Et c'est possible. Et c'est possible. Certains pays africains, l'île Maurice, les îles Seychelles, arrivent à maîtriser la corruption. Mais continuent et sont des nids, sont des paradis fiscaux où, je ne citerai pas des noms, on a compté qu'il y avait à peu près une dizaine d'Ivoiriens qui avaient caché leur argent dans ces îles, et ça représente quand même 2,8 milliards de dollars. Donc c'est vous dire que, bon, bref, en tout cas, merci d'avoir échangé, merci d'avoir réfléchi ensemble à haute voix, et merci de prendre conscience que c'est nous-mêmes qui nous développerons. Personne d'autre ne le fera à notre place. Une nuit